Quand j'ai commencé dans le métier, j'avoue que je n'aimais que le steak frites. On me faisait faire des plats, je les aimais pas, je les aurais pas mangés. Donc j'étais pas capable de savoir si c'était bon ou pas bon, c'était pas à mon goût, parce que je n'aimais pas. Et puis, petit à petit, mon palais s'est développé. Mon palais a progressé. Je suis né à Poitiers, donc dans la Grand Rue, c'est la plus vieille rue de Poitiers, où il y a encore des gargouilles même sur certaines maisons. Je suis né à côté d'un marchand de cierges, où j'ai failli mettre le feu, parce que faut avouer, quand j'étais jeune, j'étais assez turbulent. Et l'église romane de Poitiers, pour moi, à mes yeux, c'est la plus belle, elle est extraordinaire. Et là, c'était mon terrain de jeu également. Alors on descendait dans la crypte, elle voyait tout ça. Poitiers, c'est mon enfance, c'est une enfance heureuse. Bon, c'est vrai que mon père ne savait ni lire ni écrire, pour ainsi dire. Mon père avait été maçon. Il arrivait du travail avec son bleu de travail, son crayon sur le côté, avec du béton, du ciment partout. Ma mère, avant, faisait les ménages. Quand elle a eu 4 enfants, j'étais le 4e, elle a arrêté de travailler. Mais c'était une famille très simple. Mes parents étaient pieux. Tout jeune, j'ai dit, bon, moi, je voudrais être prêtre. Et je suis parti donc au petit séminaire à Châtillon-sur-Sèvre. Maintenant, ça s'appelle Mauléon. Voilà, c'est le petit séminaire où j'étais. Je suis rentré à 12 ans. C'est ce bâtiment gris, là, juste devant les clochers. On se levait très tôt le matin, je crois que c'était 6h30. La première chose, c'était le passage donc dans la chapelle, la prière. Ensuite, c'était le petit déjeuner, ensuite une récréation, mais c'était les études. Et au moment des repas, ça recommençait pareil, une récréation avant, mais après, pendant le repas, pas le droit de parler. Les religieux cherchaient toujours quelqu'un pour les aider à faire de la cuisine, mais c'est un grand mot, hein. C'était récurer les casseroles, éplucher les carottes. Ce passage au séminaire m'a beaucoup servi, mais c'était pas ma vocation. Ça m'a appris la rigueur, le respect des autres, le respect des valeurs. Et je crois que cette éducation m'a été utile après, par la suite, dans mon métier. À un moment donné, il y a eu des difficultés, mon père, ma mère, il fallait que je trouve un métier, je pouvais pas. Donc on m'a dit, tu veux pas rester au séminaire, que veux-tu faire? J'ai dit, je veux être architecte. Architecte, c'était pareil, les études, il fallait payer, etc. Donc on m'a dit, c'est quand même difficile, alors tu veux pas un autre métier? J'ai dit, je veux bien faire la cuisine, au moins là, c'est la détente, et c'est comme ça que j'ai commencé dans la cuisine. Mais vraiment, c'est sincère, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis cuisinier. À 15 ans, j'ai commencé sur le tas, comme apprenti, dans une maison qui venait d'ouvrir, un établissement qui était le Relais de Poitiers. C'était les fourneaux à charbon. Donc le matin, il fallait se lever très tôt, venir à 7h ou 6h pour aller chercher le charbon, faire toutes les corvées, les corvées de pluche. Il y avait un plongeur, mais le plongeur était souvent débordé, donc il fallait faire la plonge. Les après-midi, l'hiver, il fallait plumer le gibier, tondre le gazon, aller aider les lingères à plier le linge. C'était des journées qui commençaient à 7h et puis qui finissaient à 11h, minuit, et on n'arrêtait pas de la journée. Ça a été un moment difficile, j'avoue. J'ai eu des moments en disant j'arrête le métier, je peux pas continuer, etc.
Mais en même temps, j'avais un chef qui était extraordinaire, qui s'appelait Robert Othon. C'était un ouvrier qui était complet, qui connaissait aussi bien la cuisine, la pâtisserie, la charcuterie, et qui était capable, avec rien, il prenait, je sais pas, une carotte, un navet, et il était capable de faire un bouillon qui avait vraiment un sens, qui avait un goût extraordinaire. Donc, c'est lui, petit à petit, qui m'a appris à aimer mon métier. Et quand j'ai quitté mon apprentissage, au bout de 3 ans, je suis parti donc à Dinard, en Bretagne, et je suis tombé avec Jacques Sylvestre, qui m'a fait comprendre que la cuisine, c'est vrai, c'est un métier manuel, c'est un métier gestuel, mais aussi, il faut la tête pour être cuisinier. C'est le premier cuisinier qui a commencé à me dire, un cuisinier, quand il a fini son travail, il doit être impeccable, il ne doit pas avoir une tache sur lui. Et après Dinard, je suis venu à Paris. Mais alors, ce qui m'avait étonné, c'est que justement, je sortais de Jacques Sylvestre qui m'avait appris la propreté. Et à Paris, à ces époques-là, les cuisines étaient très sales. Très sales. Et moi, je me rappelle de travailler au Vert-Galant, il y avait des rats. Il y avait des rats qui nous sortaient dans la cuisine, comme ça, on travaillait. Je me rappelle, il y avait le fourneau et au-dessus, il y avait la trémie. Et quand on livrait le charbon, on ne nous prévenait pas. C'était par exemple à 11h ou à midi ou juste avant que les clients arrivent, le charbon arrivait. La cuisine était remplie de noir, de poussière, ça tombait partout dans les aliments, etc. Mais ça m'avait choqué, sortant de Jacques Sylvestre qui m'apprend la propreté, et puis arrivant à Paris, de voir que c'était tout à fait le contraire. C'est l'époque où j'ai rencontré les compagnons du Tour de France. Et là, d'un seul coup, j'ai rencontré des gens qui vivaient pour leur métier, des gens qui étaient passionnés. Et d'un seul coup, j'ai vu ces gens qui s'occupaient de moi, qui ont commencé à me prendre, mais viens voir, viens faire ceci, viens faire cela. D'un seul coup, je retrouvais un petit peu une famille avec ses compagnons. Donc, je me suis lié avec ces gens-là, et c'est eux qui ont commencé à me réapprendre, à aimer mon métier. Et après, j'ai commencé à m'intéresser. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu n'essaies pas de faire un concours? Alors j'ai commencé par faire un plat pour Arpajon. C'est une foire qui est à côté de Paris, qui existe toujours, hein. Et puis, j'ai gagné une médaille la première fois. J'ai gagné le concours, le Prosper Montagnier, le Trophée National. J'ai gagné tous les concours après qui se sont présentés. J'ai fait ce concours de 20 ans jusqu'à 29 ans, jusqu'au concours du meilleur ouvrier de France. À 20 ans, c'est là que j'ai commencé à voir, je travaillais au Berkeley. Au Berkeley, j'ai commencé à voir des personnalités venir Malraux qui mangeait tous les jours, Salvador Dali. Salvador Dali, c'est le premier pour qui moi-même j'ai cuisiné des petits ortolans, des ortolans en cocotte. Et puis alors, j'étais jeune, j'ai un peu fanfaron, j'arrivais, j'ai dit moi j'ai fait la cuisine pour un tel, Brigitte Bardot qui est venue, des personnalités, on était fiers de servir de la cuisine pour ces gens-là. En 1981, j'ai décidé de voler de mes propres ailes. J'ai emprunté de l'argent pour acheter le restaurant Jamin à Paris, dans le 16e arrondissement. J'ai eu ma première étoile au guide Michelin, la première année. L'année suivante, ma deuxième étoile. Et la troisième étoile, l'année suivante. Le succès était immédiat et il fallait réserver plusieurs mois à l'avance. Avec une équipe formidable de cuisiniers que j'ai formée, c'est là où j'ai créé ma célèbre purée de pommes de terre et mon plat emblématique de gelée de caviar à la crème de chou-fleur. C'est côté cuisine que nous allons faire un tour. Et quelle cuisine? Du côté de Joël Robuchon, qui a été sacré aujourd'hui grand chef de l'année. Ça marche 2 couverts, 2 tartes, 2 rouelles, 2 beaux menus. Oui, chef, Joël Robuchon, le maître aujourd'hui, a d'abord appris à le dire depuis l'âge de 15 ans. Car depuis ses débuts au relais de Poitiers, il a tout fait, gravi tous les échelons. Mais à 28 ans, il commandait déjà les 90 cuisiniers d'un grand hôtel parisien. Il a tout raflé, Joël, en quelques années. Toutes les plus grandes distinctions, 3 étoiles au guide Michelin en 3 ans, un palmarès de champion du monde. Alors, si vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer comment on fait. On met déjà une grande toque, ça me grandit. Joël Robuchon, qui a été élu meilleur cuisinier du monde, et il est français. En 1994, j'ai décidé d'installer mon restaurant dans un hôtel particulier, avenue Raymond Poincaré. Et la même année,
il a été sacré meilleur restaurant du monde par l'international Herald Tribune. Joël Robuchon, vous qui êtes une star de la cuisine, est-ce que vous mettez encore la main à la pâte? Je précise ma question. Est-ce que vous mettez encore la main sur les patates, sur les épinards? Est-ce que vous mettez là encore les doigts dans le cul des chapons? Ou est-ce que vous êtes quand même un petit peu au-dessus de tout ça? Non, je crois que d'abord, ce qui me passionne personnellement, et je crois comme tout cuisinier, c'est quand même de faire la cuisine. Toutes les recettes qui sont proposées sur la carte, c'est moi qui les établis. Et puis le produit, c'est moi qui le réceptionne, c'est moi qui le cherche et je participe. Et puis vous savez, c'est beaucoup plus dur de transmettre, de faire le travail aux autres qu'on peut faire soi-même. C'est même une des difficultés. Moi, j'aimerais être en permanence, ne pas être dérangé pour pouvoir commencer un plat, de le finir jusqu'à la fin. Il faut savoir qu'avant d'être chef, il faut être un bon cuisinier. Il faut être un cuisinier, il faut avoir fait tous les postes. Il faut savoir que dans une cuisine, il y a... Enfin, dans les grandes cuisines. Moi, j'ai travaillé dans des petites cuisines où on était 2 ou 3. Alors, quand on est 2 ou 3, on fait tout. Hein, on fait les hors-d'œuvre, on fait les plats, on fait la sauce, on fait la pâtisserie, etc. Et puis, dans les brigades un petit peu plus grosses, et c'est souvent le cas dans des grands restaurants parce qu'il faut beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de préparation, et beaucoup de préparations qui se font à la dernière minute. Donc, ça demande beaucoup de mains. Et les grands chefs aujourd'hui, la majorité, sont passés par ces postes-là. Pendant longtemps, j'avais des contraintes. J'avais des contraintes, j'étais restaurateur, il fallait que je fasse vivre ma maison, j'avais le personnel à payer, j'avais des remboursements à faire. Donc, ce que je recherchais, c'est que la maison tourne bien. Et puis un jour, quand j'ai commencé à être bien à l'aise, où j'avais plus rien à craindre, j'ai dit maintenant, je fais ce que j'ai envie de faire. C'est peut-être pour ça que j'arrête, parce que c'est un métier qui est trop passionnant, où on se prend beaucoup, on travaille beaucoup, on connaît presque pas les vacances, et peut-être que justement on est trop pris, on se passionne de trop, et ce qui amène à des excès. Joël Robuchon, l'un des grands chefs français, abandonne la restauration. À 51 ans, il prend une retraite anticipée pour se consacrer à d'autres projets. J'aime beaucoup l'Espagne, c'est là où je trouve ma réflexion, c'est là où je me ressource le plus. J'ai un rocher, là, on l'appelle le Peñón d'Ifac, tous les matins à 7h30, avec des amis, je monte cette Peñón. Calpé, bravo. C'est unique ça le matin, le meilleur moment. C'est un endroit que j'apprécie bien sûr pour sa beauté, c'est un endroit unique où je viens retrouver mon inspiration. Et en montant, je pense, je réfléchis. C'est un endroit où je me retrouve là, je reçois du divin. C'est un endroit magique. Je me ressource pour l'année en venant ici. Ah, regarde. Ah, il est rouge. Oh là là. Oh, ils sont beaux, oui. Là, juste pêché comme ça. Là, c'est frais. J'ai évolué énormément. J'avais une technique qu'on voulait bien me reconnaître. Et pendant très longtemps, j'ai fait cette cuisine qui était technique. Jusqu'au jour que je m'en suis rendu compte, mais ça demandait longtemps, que c'était pas ça, que je me trompais. C'est pas ça qu'il fallait faire. Donc j'ai évolué. Je ferai plus la même cuisine parce que c'était une cuisine qui était riche. Il y avait beaucoup de sauces, il y avait beaucoup de matières grasses. Le produit était trop travaillé. Mais le plus important dans la cuisine, c'est quand même bien le goût, la saveur, puis les textures. Et donc moi, il y a beaucoup de plats que j'ai faits et que maintenant que je n'en referai plus. J'aime la culture espagnole déjà, j'aime cette ambiance, me retrouver dans la foule, être très populaire avec les gens, par exemple quand il y a les taureaux qui sont dans les rues.
Il y a une convivialité, il y a une chaleur en Espagne que je ne trouve nulle part ailleurs. C'est quelque chose où je me sens bien. Et après, on va manger les tapas. En Espagne, j'ai remarqué que où vraiment il y a la détente, c'est dans les bars à tapas. Les gens sont heureux, ils sont ravis, ils sont debout, etc. Je me suis dit, il faut prendre cette idée, donc de bar à tapas. Il faut que je trouve la formule pour qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le client et les cuisiniers. Hola, hola, hola. Ben, c'est là que j'ai eu l'idée de faire l'atelier à Paris. Quand je suis venu la première fois, il y avait tous les ingrédients qui étaient là, le comptoir derrière, les découpes du jambon. Et disons que ça crée une animation dans le restaurant. Et j'étais bien sûr séduit déjà par la qualité des produits. On voit là des langoustines, on voit des gambas, on voit des poissons qui sont toujours de première fraîcheur. Alors ce que j'aime, c'est que c'est un petit labyrinthe. On voit là, il y a le jambon, on voit la découpe. J'ai dit, mais si je faisais la même chose en incorporant la cuisine. Mais je dois avouer que je suis venu ici, j'ai pris les mesures, la hauteur du comptoir, la hauteur des tabourets, la largeur du comptoir. J'ai tout mesuré pour savoir comment il fallait faire. Donc, tout est parti d'ici. Et s'il y a beaucoup d'ateliers aujourd'hui dans le monde, eh ben, je le dois à cette maison. Alors, Joël. Je vais te faire une confidence. Oui. Parce que nous sommes Je ne le répéterai pas. Je crois que d'ici la fin d'année, j'aurai un nouveau restaurant. J'allais te poser la question. Un nouveau restaurant, mais là, basé sur la convivialité. Je crois, bien sûr, essayer de faire le maximum pour que la cuisine soit très bonne, mais en plus la convivialité. Amateur de défilés haute couture culinaire, apprêtez-vous à avoir un choc. Le grand couturier de la table, Joël Robuchon, met son art au service du prêt à savourer. Quelle merveille! Et ici, dans ce nouveau concept, tout se savoure. Assis au bar, face à la cuisine, 4 chefs étoilés se donnent en spectacle. Les clients sont au théâtre et le premier plaisir est pour les yeux. Carpaccio de langoustine aux graines de pavot. Voilà. Tarte friande aux lisettes. Un millefeuille de légumes au basilic. Ça, c'est l'œuf mollet friand, donc au caviar et saumon fumé. J'ai voulu prendre la contre-pied de ce qui se faisait aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, on va vers une cuisine fusion. Et moi, j'ai voulu aller chercher un petit peu les cultures, plutôt dans le décor, dans la vaisselle, dans le service, dans la présentation. Et là, c'est un mélange de cultures avec une cuisine quand même qui reste, elle, typiquement française. Moi, je souhaite en tout cas que ce soit un restaurant qui soit ludique, très ludique. Je veux qu'on s'amuse, je veux que ce soit un jeu, qu'il y ait un jeu avec le client, que ça devienne, qu'il y ait un jeu qui devienne une complicité. Et il y a quelque chose quand même de très intéressant que j'ai remarqué, alors là, par la suite, c'est que les gens qui sont assis côte à côte, c'est pas pareil quand ils sont face à face. Et je vois que dans tous les ateliers qu'il y a dans le monde, c'est exactement la même réaction. Il y a un échange qui se fait, il y a une communion qui se fait qui est extraordinaire. Et ça crée une ambiance. C'est le concept lui-même qui amène la convivialité. Dresser le filet de canard au centre de l'assiette, légèrement vers le bas. Dresser harmonieusement les légumes autour de la canette. Vous savez, quand vous êtes à terre, on peut vous engager pour faire des extras. Non? Oui, carottes, navets, blanc de poireaux, céleri branche. C'est bien. C'est mieux que quand c'était chauffé et tout. C'est beaucoup mieux. D'un seul coup. Ça plaît beaucoup plus. Et la sauce à part. La sauce à part dans un petit bol qui a été chauffé. Enfin là, c'est un bouillon, hein. Mais c'est propre pour moi, là, parce qu'avant, les assiettes, hein, quand vous mettiez tout, ça, ouais, surtout quand il y avait un petit peu de jus, ça coulait plutôt tout. Là, c'est parfait. La sauce à côté, c'est très apprécié. Quand on passe sa vie dans les avions, on sait ce qu'on a envie. Et je crois que les goûts ne sont pas pareils quand on est dans l'avion. On perçoit différemment les saveurs. Il y a des plats qui conviennent très bien. Les viandes, par exemple, qui sont fermes, qui sont saignantes. Je sais pas, on m'a servi des pigeons sanguignolants, etc.
Croyez-moi, on ne peut pas manger ça dans un avion. C'est pas possible, ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de manger. Par exemple, la soupe, ça convient. Vaut mieux des choses simples, mais bonnes. Comment la cuves-tu? Qui aurait cru un jour qu'il y aurait eu le nom de Joël Robuchon marqué quand même à la façade du plus grand hôtel de New York. Il y a une quinzaine d'années, on mettait souvent en doute les produits qui étaient servis dans les restaurants. On disait, oui, les cuisiniers, ils trichent, ils prennent des produits congelés, souvent qui ne sont pas toujours de belle qualité. Moi, je dis, le mieux, c'est de montrer que le client voie le produit qui va être cuisiné devant eux. Et puis, je me suis dit, si je fais cette cuisine, il faut que ce soit presque une cuisine minute. Comme ça, on est sûr. Si le produit est bon et de qualité, et il est fait au moment, automatiquement, ça ne peut pas être mauvais. C'est bon, là. C'est bon? Ah, on y va alors. Voilà. Un petit peu de wasabi. Mais ils sont beaux, hein? Ah oui, c'est... On y va. Voilà. On retourne. Mais faut pas trop les cuire, hein, juste... D'accord, chef. Faut que la poêle soit pas trop chaude. Surtout, ne mettez pas le feu trop fort dessous. Parce que... Et nous, on les assaisonne avec du wasabi. On va juste à peine les rouler dedans. Regardez, là c'est presque prêt. Regardez, même pas une minute. Puis là, un petit peu de sel, comme ça. Voilà. Allez, un petit peu. Un petit tour. Voilà. Coupe-moi une petite tranche de fromage. On va une nouvelle recette. Voilà. Voilà. Sauce à la bande. Voilà, regardez-moi ça. Il est beau, hein? Allez, un petit tour de moulin à poivre. Voilà. On va au marché, en une minute, on peut faire la cuisine. Ils sont doux, ils sont... On fait de la cuisine en une minute ici. C'est pour ça qu'on dit que l'atelier, c'est la cuisine minute. Où est-ce qu'on... C'est par où? Je suis parti modeste. Je suis toujours modeste. Demain, je peux très bien revivre comme j'étais, tout seul dans une chambre, et ça me gêne pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail bien fait. Et quand je vois le luxe, quand je vois les bijoux, des bijoux extraordinaires, quand je vois une voiture, une belle voiture, c'est vrai que je suis admiratif. J'aime ce travail. Et ça fait vivre du monde. Et ça permet à des gens de s'exprimer. Alors pourquoi, moi, demain, on va me dire, mais non, arrêtez de faire cette restauration qui demande de la main-d'œuvre, etc. Non, je suis pour. Je suis pour. Il faut des gens. Et heureusement qu'il y a le luxe. Heureusement que le luxe existe. La restauration de luxe a fait évoluer la restauration également de base. Ça va? On est à 4 semaines de l'ouverture, donc c'est bien. Quand je me déplace à l'étranger pour ouvrir un nouveau restaurant, le plus important, c'est la préouverture. C'est là qu'il faut vérifier chaque détail, qu'il faut rectifier ce qui n'est pas encore totalement au point. Le but, c'est d'améliorer la qualité du travail. Donc c'est encore en travaux. Oui. Ça donne un aspect luxueux. On sent déjà... On sent luxueux. Ça ressemble au bar un peu qui est... Ouais. Ah, c'est joli ça comme marbrure. C'est de l'ébène. Ah oui, c'est joli. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vue... c'est les fenêtres, hein. Oui. Et ah oui, ça change tout. Oui, ça change tout. Donc maintenant, il faut, ça va. il faut travailler. Puis voir les gens, ça va être bien. Il faut travailler l'éclairage. Et vous allez voir de dehors, ça sera très joli de dehors aussi. Maintenant, si les responsables sont compétents, ça va marcher. Bonjour. Bonjour à tous. Vous savez que c'est une nouvelle aventure qui commence pour tous, pour vous, pour nous. On a la chance d'avoir un restaurant qui va être, je crois, très beau.
Il faut que ça soit le top de la restauration. Mais pas dans une ambiance imposée, pas dans une ambiance où on rentre, tout le monde est figé, etc. Il faut que vous soyez décontractés, vous soyez bien, que les gens qui viennent ici voient une équipe de gens qui sont bien, qui sont heureux. Et ce que j'attends de vous, de chacun, c'est que les clients qui vont venir, qui vont être habitués de ce restaurant, demandent « Moi, je veux être servi par cette personne. Je veux ce sommelier. Je veux celui-ci. » Et si vous arrivez à faire ça, eh bien, croyez-moi, ça sera la plus belle satisfaction pour nous tous. Et nous gagnerons comme ça. Une ouverture, c'est difficile. C'est très difficile. Et je sais que malheureusement, pour nous, pour vous, il y en a certains qui partiront, qui ne resteront pas, parce que ça va être dur, ça va paraître dur. Et croyez-moi, faites l'effort et résistez. Eric, il a une belle devise, je ne sais pas de qui il l'a récupérée, mais je pense que c'était un grand philosophe, ne jamais renoncer. Donc il ne faut jamais renoncer. Mais quand vous avez une équipe qui est soudée, où les gens sont tous dans le même but, quand ils veulent tous faire la même chose, eh ben on gagne. Eh ben c'est ce qu'on attend tous ici. Tu voulais dire quelque chose, Eric? Ok, très bien. Okay. Merci à tous. Chinatown complexe. Je voyage dans le monde entier. Ça m'apporte énormément. Comme en Thaïlande. Il faut voir ce qui se passe à côté. Il faut voir dans tous les pays du monde aujourd'hui, il se passe des choses extraordinaires. Il y a des cuisiniers extraordinaires, il y a des techniques extraordinaires, il y a des produits extraordinaires. Hey, il est doué, hein, là, hein. Regarde avec sa feuille. Il y a des techniques hein, quand même. Et quand on apprend tout ça, quel enrichissement. Quel enrichissement. C'est quoi comme poisson? Moi, j'ai autant de plaisir à voir tous ces poissons différents que d'aller dans une galerie de peinture ou voir des tableaux. Moi, j'ai jamais vu ces poissons, je connais pas. Regardez ces couleurs, regardez, c'est exceptionnel. Moi, je sais pas si c'est bon, mais ça mérite d'être essayé. Beaucoup de variétés, hein. Ah ouais, c'est des poissons qu'on connaît pas. Après, on essaye et puis on voit si ça convient. Et ça se mange, ça? On dirait un poussin, tu sais. Impressionnant, hein? Oh la vache! Oh la taille des grenouilles! From Malaysia and Taiwan. Yeah. But some of them bigger. C'est des crapauds, c'est pas des grenouilles, non? Je verrais ça, j'aurais peur et je me sauverais. Moi, je recherche au maximum les produits locaux. Le meilleur produit local sera toujours meilleur que n'importe quel produit qui est importé. Il y a des très beaux produits. Oh, c'est intéressant, hein? Très intéressant. D'abord, pour faire de la bonne cuisine, il faut aimer les gens. Si on n'aime pas les gens, on ne peut pas faire de bonne cuisine. C'est-à-dire, on veut que les gens soient heureux. Mais si on veut qu'ils soient heureux, il faut penser à eux, à leur bien-être. Et le bien-être de la cuisine aujourd'hui, ça passe par la santé. Vous êtes un petit peu dans le sein des saints. C'est-à-dire que c'est vous, vraiment, aujourd'hui, qui êtes la pièce maîtresse du restaurant gastronomique. Aujourd'hui, ma cuisine se dirige à utiliser des produits qui sont recommandés pour la santé. Il y a des produits tout simples, qui sont bons, il y a des antioxydants qui sont bons contre le cancer. Par exemple, utiliser le curcuma, utiliser le romarin, utiliser des produits qui sont bons pour la santé. C'est le contraire de la cuisine moléculaire qui, elle, utilise des produits souvent de synthèse et qui sont mauvais. J'évite toujours de faire une cuisine qui nécessite de la crème, éviter les sauces lourdes. Il vaut mieux des jus juste faits, courts, qu'il y ait des saveurs originelles des produits. C'est la cuisine la plus dure qui est à faire. Plus c'est simple, plus c'est dur à faire. On n'est pas des médecins, je sais bien, mais si on peut améliorer
la santé de tout le monde, c'est quand même nous, notre rôle de cuisinier. Nous, on réussira ici, comme je le dis, avec vous, grâce à vous. Donc je vous remercie pour ce que vous avez fait précédemment, je vous remercie pour ce que vous faites aujourd'hui et je vous remercie pour ce que vous allez faire demain. Et on est fiers de vous avoir avec nous. Il y a un avenir, c'est de faire une cuisine très dépouillée, le plus dépouillée, mais ça, pour ça, il faut des produits exceptionnels de première fraîcheur et d'aller dans une simplicité, mais de bien-être. Alors, vous êtes connu pour être très méticuleux. Pourquoi? Et comment est-ce que vous en êtes arrivé à être si méticuleux? Ça c'est une question compliquée, non? Je crois que c'est plutôt de la rigueur qui est recherchée, à faire le travail le mieux possible. Et, vous savez, dans la cuisine, on détruit toujours une vie, que ce soit un poisson, une viande ou un légume. Quand on commence à prendre conscience, et bien là, on s'applique, on respecte le produit. Et quand on respecte le produit, ben ça va beaucoup plus loin. On respecte autrui aussi, à qui on va le donner. Donc tout ça amène justement à une qualité de travail qui est... c'est peut-être une philosophie, mais c'est une philosophie d'une réalité dans la vie. Le geste est important. Moi, j'attache beaucoup d'importance au geste du cuisinier. Et c'est pour ça qu'il faut former des gens, parce qu'il doit y avoir beaucoup de précision. Il faut savoir que l'outil d'abord du cuisinier, c'est la tête et les mains. Hein. Là, il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux, et il va falloir leur apprendre ça. J'ai vu là, dans l'équipe qu'il y a, 90% qui n'ont pas ce geste. Vous voyez, Philippe Braun, qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans, vous le regardez, la façon dont il travaille, les gestes qu'il fait, par rapport à tous les autres cuisiniers qui sont nouveaux, vous verrez qu'il y a une grosse différence dans la délicatesse de son geste par rapport aux autres. Et donc le rôle, ça va être d'apprendre justement à tous ces cuisiniers de trouver la même délicatesse et leur travail automatiquement s'améliorera avec. Le rôle de chef, c'est de créer les recettes, de faire la carte. Et quand ces recettes sont faites, c'est de le faire voir aux autres, à chaque responsable, comment il faut faire la recette. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. C'est là où il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup d'exigence vis-à-vis des gens. Il faut leur demander, c'est comme ça qu'il faut faire, et il faut un suivi, il faut être là. Vous connaissez peut-être un petit peu le concept de l'atelier, c'est la convivialité. Vous voyez la réaction de la clientèle. Et souvent, je dis à des jeunes cuisiniers, quand je vois que le plat n'est pas bien réussi, je leur pose la question, mais j'ai dit, mais si tu faisais ce plat pour ta maman, si tu faisais ce plat pour ta petite amie, est-ce que tu ferais la même cuisine? Et souvent, ils me disent, non, je ne fais pas la même cuisine. Et bien là, vous êtes en contact, vous voyez le client, vous voyez leur réaction à côté. Donc, croyez-moi, c'est une expérience unique. Autrefois, on était dans les cuisines, on était enfermés, on faisait la cuisine, on ne savait pas pour qui c'était. Aujourd'hui, c'est vous qui faites le spectacle. Tous les clients qui vont être là vont vous regarder. Vous êtes aujourd'hui des acteurs, je dirais même, vous êtes des comédiens. Parce que le client doit vous sentir heureux, il doit vous sentir bien. Alors la tradition le veut dans notre métier, quand quelqu'un fait une faute, il se fait engueuler devant tout le monde. Ici, non. Ça se passe mal, il y a une erreur qui est faite, et bien le chef, il voit la personne qui a fait une erreur, il doit à part lui dire il y a ceci qui ne va pas, mais pas devant le client. Le client ne doit pas se rendre compte de ça. Et ça, c'est la réussite de la cuisine. Parce que, vous savez, le plat peut être bon, mais s'il n'y a pas cette ambiance, la cuisine ne sera pas bonne. Laurence, ouais. L'amuse-bouche, il est où? L'amuse-bouche, il est où? Amuse-bouche, je vais vous préparer tout pour demain, monsieur. Non, j'avais demandé tout pour aujourd'hui, moi. Oui. Non? Oui. C'est un petit plat, ça? Petit plat, oui. Ça, c'est la volaille, non? Oui. Mais elle est épaisse, hein, non? Et ça, c'est laquelle viande, Philippe? C'est américaine. Je de cuisine. J'ai l'impression qu'ils ne savent pas assaisonner. Hein. Ils ne savent pas faire. Hein. Moi, ma anxiété première, c'est de ne pas donner satisfaction au client. Je suis toujours anxieux sur le produit.
Par exemple, la langoustine, c'est un produit qui me fait toujours peur parce qu'on peut avoir des belles langoustines fraîches qui sont presque vivantes quand elles arrivent, et puis on les cuit, elles sont jolies, et puis à l'intérieur, elles sont toutes cotonneuses. Et ça, c'est vrai que petit à petit, ça arrive à user. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui, comme je me suis beaucoup efforcé à former de jeunes cuisiniers qui aujourd'hui me le rendent, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont associés avec moi, travaillent avec moi depuis 25 ans, 30 ans, donc ça fait une équipe. Et une équipe, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est une certaine amitié, mais une complicité inconditionnelle. Et lorsqu'on se retrouve avec des gens comme ça autour de soi, un simple regard suffit pour se comprendre. Où sont les spaghettis? Laurence? Ouais. Les spaghettis, ils sont où? Ils attendent 25 minutes pour avoir les spaghettis, les clients? Non. Là, il va falloir qu'ils s'entraînent, hein, les gars. Hein, là... Ça fait un mois qu'ils sont là. Normalement, on devait ouvrir aujourd'hui, le restaurant. Tu te rends compte, si on avait ouvert aujourd'hui, si on avait eu tout, t'étais pas prêt, hein? Faut y aller, faut y aller, faut y aller, hein? Faut taper dedans, hein? Philippe Brault m'avait dit, Laurent, c'est le meilleur de tous ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant. Et c'est le seul qui n'a pas été capable de sortir tous les plats le premier jour. Hein, chef? Hein, Laurence? C'est la merde. Mais tu vas te rattraper. Non, oui. Oui? Bien sûr. On te fait confiance. Bah, oui. Ah, c'est ça d'être chef, hein? Le chef, il prend tous les coups, hein? Hein? Oui. Comme ça, c'est trop difficile pour bah, comment c'est trop difficile? Tu me donnes, moi je vais te la faire. Là. Ah, c'est bon, je fais. Qui c'est qui met le moulin? Qui c'est qui met le moulin? Ton moulin. Lâche pas le moulin là. C'est quoi ce moulin? Aujourd'hui, je suis heureux d'être à Las Vegas. J'aime beaucoup Las Vegas. Ce que j'aime à Las Vegas, c'est ce melting pot, ce mélange de clientèle qu'il y a, de l'ouvrier le plus humble, le plus simple, qui a cassé sa tirelire pour venir là, au plus riche. Et je vis au milieu de ces gens-là. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est un enrichissement pour moi incroyable. À Las Vegas, en plus, pour moi, professionnel, il y a tous les concepts. Dès qu'un nouveau concept, c'est une compétition permanente, Las Vegas. Tous les nouveaux concepts sont là. Tous les grands chefs sont présents sous diverses formules, etc. Donc c'est un enrichissement énorme. T'es pas encore parti? C'est la première fois que tu restes si longtemps. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas dans la cuisine. Il y a le côté mystique, on peut dire. La difficulté, c'est bien de fixer les parfums, de fixer qui aident les saveurs. C'est le plus important, pour moi, il me semble. On est très honorés de vous avoir aujourd'hui pour cette démonstration. I'm sorry, I don't speak English. Et je dois dire que quand je parle anglais, je ne me comprends même pas moi-même. Donc je parlerai français. On va montrer comment on décortique les langoustines. Alors c'est très simple, on commence à enlever la tête. Et ça, le spécialiste vous voyez, de la tête quand on parle, c'est Eric. Alors on commence à pincer, vous voyez, les anneaux qui ressortent là, hein, le haut des anneaux, un par un. Il ne faut pas chercher à aller vite, hein, parce qu'autrement on les abîme. Et on retire anneau par anneau. Il y a une précaution, c'est de retirer, il y a certaines langoustines qui ont un boyau noir. Je vais vous dire, hein, on peut manger le boyau, personne ne va s'empoisonner avec. Mais quelquefois, c'est que dans ces boyaux, il y a une partie qui est un petit peu sableuse et ça peut craquer sous la dent. Ce qui fait la différence entre la bonne et la mauvaise cuisine, c'est tous les petits détails qui sont rajoutés les uns aux autres.
Fixer les parfums, fixer les saveurs, ça demande du métier, ça demande de la maîtrise. Tout le monde peut faire de la cuisine, mais la faire bien, c'est difficile. Bonjour. Plaisir de vous voir, monsieur Aziz. Moi aussi. Surtout pour un jour comme ça, quand même, non? Oui, absolument. C'est vraiment quelque chose de spécial. Pour nous et pour vous aussi. Il va falloir que tu nous expliques ce que c'est, quand même, non? Comme distinction. La distinction, ouais, c'est le James Beard Award, le Best Chef South America. On est vraiment fiers. Je vous remercie, merci de votre présence. C'est grâce à monsieur Robuchon aussi. Alors, c'est grâce à vous si on est là. Je suis à Las Vegas. Las Vegas, il y a un restaurant gastronomique qui a eu maintenant 3 étoiles au guide Michelin. Ce restaurant, au début, il m'arrivait de faire 10 couverts, 15 couverts à Las Vegas. Il n'y avait personne. Le jour où il y a eu 3 étoiles au guide Michelin, ce restaurant s'est rempli. Et depuis, il est rempli. Alors, je dis que c'est le Michelin qui l'a fait connaître quand même. Il faut quand même reconnaître l'impact. L'impact, il est là. Guys, it is my extreme pleasure, honor and excitement to share with you that today we were awarded the 2nd Michelin star for this restaurant. Alors avec 7 étoiles ici maintenant à New York, la deuxième, combien vous avez dans tout le monde? Si je ne me trompe pas, ça fait 27 étoiles. 27 étoiles. Ça doit être le plus de tous, hein? Je crois, oui, il me semble. Félicitations. Merci. Et je suis très fier que j'en ai 2 de ces 27. Merci, Christophe. Être chef, ce n'est pas seulement faire la cuisine, c'est aussi trouver les bons produits. Chaque année, je suis invité au Primor à Bordeaux où je découvre et déguste les grands crus que je mets à la carte de mes restaurants. Et ensuite, j'imagine des plats qui les accompagnent. Ouais, la couleur est superbe. Hein. Merci. C'est du vin. Alors comment tu nous le décris? Ce qu'on a recherché, ce qu'on recherche maintenant dans tous les vins que l'on a, c'est d'aller vers l'élégance, tu vois, vers le. Bon, il faut à la fois de la structure et bon, dire un fond de bouche, mais avec beaucoup d'élégance. Les amateurs de vin ont changé. Maintenant, ils veulent découvrir. C'est comme dans les plats, c'est comme dans la cuisine, comme dans la mode. Ils veulent découvrir. Les gens veulent découvrir, avoir de nouvelles émotions, trouver de nouvelles typicités de terroir ici et là. Les gens aiment ça maintenant. Avant, c'était pas ça. Il y a 15 ans, maintenant, c'était pas ça. Les gens, il se suffisait de 3 vins, ils suivaient toujours les 3 mêmes. Tandis que maintenant, ils veulent découvrir. J'adore tous les gadgets. J'adore tous les nouveaux téléphones. Dès qu'il y a un nouvel ordinateur qui sort, j'achète. Mais ça fait partie de ma passion. Et quand je commence à me passionner pour quelque chose, eh ben, je vais aux excès. Je pense que notre rôle également, c'est d'améliorer le quotidien. Et le quotidien, ça se retrouve quoi? Dans la quantité et pas cher, hein, à des prix pas chers. Et ça correspond à une attente. J'ai commencé à travailler avec l'industrie il y a très longtemps, hein, parce que maintenant, ça fait plus de 25 ans que je travaille avec la même entreprise. Je suis très fier de travailler avec de telles entreprises. Ce sont des gens qui sont sérieux, ce sont des gens qui sont rigoureux. Je vois ces gens qui travaillent dans l'usine, je vois ces ouvriers. Je peux vous assurer, quand ils travaillent, ils s'appliquent à leur travail. Moi, je vais dans l'usine, je les côtoie, je parle avec eux, je vois, ils sont fiers de leur travail. Et je crois que c'est notre devoir, à nous, cuisiniers, de travailler avec eux pour améliorer. Moi, je sais ce que j'ai apporté dans cette maison. Au moins une chose, ce que je suis sûr, c'est que j'ai enlevé la boîte à pharmacie. J'ai enlevé tous les produits qui n'étaient pas bons pour la santé. C'est que de la cuisse, là, hein? Oui, là, c'est que de la cuisse, ouais. C'est plus moelleux que le... C'est bon, hein? T'as goûté? Ça, c'est une recette que moi, j'ai mis au point. C'est le parmentier de canard. On est venu à l'usine
nous, au début, la mettre en place. Et périodiquement, on revient 4 fois par an environ pour revoir les recettes, s'il y a des améliorations, s'il n'y a pas de dérives, etc. Il y a la coriandre dedans et puis le persil. C'est ça qu'on va mélanger après avec la viande confite. Coriandre fraîche. Par rapport à la dernière fois, donc vous avez dit maintenant qu'il fallait mettre de la coriandre fraîche en poudre, en moulu et également de la fraîche. Donc on a mis de la fraîche aussi ce matin. Un plat, pour qu'il sorte dans le grand public, il faut 1 an. On fait déjà le prototype. Après le prototype, on le fait déguster, il convient. Il faut voir si on peut l'industrialiser. On va trouver la matière première pour faire 5000 portions déjà. Et on se rend compte que faire pour 100 ou 200 personnes, et lorsqu'on veut le faire pour 1000 ou 2000 ou même 3000, ça change complètement. Les proportions changent. Donc il faut 1 an pour mettre un plat au point, parce que quand le plat il doit être fini, il doit être parfait. Il y a une régularité parce que c'est précis. On voit la montée 80 et quand ça va arriver à 85, ça va s'arrêter. Elles sont toutes régulières. Hein. Normalement, oui, là. On peut dire que la qualité aujourd'hui est meilleure que celle qu'on avait il y a... Avant, on avait des petites, des grosses. Voilà, là, on a vraiment... Et là, on voit, tout est de la même grosseur, là. Ce sont des grosses crevettes. Et par pension, il y en a à peu près une bonne douzaine, des fois 15, entre 12 et 15. Hein. Voilà. Dans des dégustations, il m'arrive de goûter 30 plats différents dans la même journée. Et quand je goûte, croyez-moi, je goûte vraiment. Et je ne suis pas tout seul, on est toute mon équipe qui goûte pour voir, pour essayer d'améliorer. Il y a des grosses améliorations et demain, il y en aura encore davantage. Alors, est-ce que la cuisson de la crevette, comme ça va? La cuisson, ça va, mais ça manque de caractère. Le crustacé doit être, surtout si on met taille en plus, il faut que ça soit un petit peu relevé. Hein. Ouais. Plus chaud. Les graines de pavot dans le riz, c'est bien comme ça en quantité? Et quand je vois lui qui prend le pain pour essuyer l'assiette, ça veut dire que c'est bon. Je m'efforce, et ça vraiment c'est un devoir, c'est de transmettre le maximum. Moi d'abord, j'ai pas de secret. J'ai jamais caché une recette. Aujourd'hui, je vois ces jeunes, quand il y en a qu'il faut aider, j'en ai aidé beaucoup à s'installer, d'autres qui avaient des difficultés, à les aider, même financièrement, je crois. Mais ça, c'est mon devoir, et ça, je suis fier. Je suis fier que des jeunes qui ont travaillé avec moi réussissent. Et ça me fait plaisir, parce que des fois, avec un petit sourire coquin, ils disent « Ouais, j'ai souffert chez lui, mais il m'a tellement apporté aujourd'hui, etc. » Ils me témoignent leur satisfaction. Et ça, la transmission du savoir, c'est quelque chose pour moi qui est très important, parce que c'est mon devoir. C'est mon devoir comme compagnon, mais c'est mon devoir comme homme également, et comme cuisinier. Un des avantages de cette séance publique est de pouvoir communiquer avec vous, de vous fournir dans la transparence des précisions concernant votre participation aux épreuves. C'est un concours qui est difficile et je me souviens d'avoir perdu à l'époque 5 kilos entre l'épreuve éliminatoire et l'épreuve finale. Moi, en 1958, j'avais perdu. Donc, vous voyez, on peut perdre parce que finalement, c'était difficile. Et en 1961, donc, je suis retourné au concours. Et puis là, si vous voulez, j'ai réussi. Donc, c'est la première fois que je faisais la première page des journaux parisiens et français. Vous savez, le titre de meilleur ouvrier de France, on ne l'est pas, mais on le devient par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que vous avez le titre, vous justifiez et ça vous appelle à vous surpasser. Et c'est de leur transmettre qu'on peut toujours se perfectionner, on peut toujours faire mieux. Aujourd'hui, notre rôle, c'est d'aider beaucoup de jeunes de la profession. Et ça fait partie un petit peu de la transmission, de notre savoir. Au revoir et bon appétit, bien sûr. Impeccable. Parce qu'on va rien perdre, tu vas voir, là, on va récupérer après l'autre. 5 jaunes de chaque côté, hein? Oui. 80 grammes de sucre, 100 grammes de sucre. Oui. Et c'est la cuisine de père en fille, c'est pas la cuisine de mère en fille. Ah, mais la cuisine, ça s'apprend, ma chérie. Hein? C'est vrai. Allez, va, je vais pas te faire souffrir plus longtemps.
Les cuisiniers, quand même, ont été médiatisés. Moi, le premier. Toutes ces médiatisations, des fois, ça peut troubler certains. Mais je crois qu'il faut revenir sur terre. On ne fait que de la cuisine. Hein. C'est pas des œuvres, je sais pas, qui vont rester. Nous, c'est éphémère ce que l'on fait. Hein. On est des manuels, on est des cuisiniers avant tout. Photographe, là. La cuisine continuera d'évoluer. Tout au moins la mienne continuera d'évoluer. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte maintenant que le plus dur, c'était de faire simple. Faire simple, exceptionnel, c'est très difficile. Aujourd'hui, j'arrive à faire ce que j'ai envie. Et demain, je peux m'arrêter, je dis voilà, je reste chez moi, je bouge plus. Mais je suis heureux de faire ça. C'est ce qui me motive, se lever le matin, dire qu'est-ce que je vais faire demain, quel est le plat que je vais faire, quelle est la nouvelle recette, quel est le nouveau concept, qui je vais rencontrer, qui je vais voir. Mais attendez, moi j'ai un métier tellement fabuleux. D'abord, si je devais recommencer demain, alors sans hésiter, là, j'ai choisi au début, je ne savais pas si je voulais être prêtre, après je ne sais pas si je voulais être architecte, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que je serai cuisinier.